Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Alors en effet, je fais une pause dans la conception de ma prochaine vidéo qui parlera d'une disparition inconnue au niveau médiatique, qui est assez récente et qui est très inquiétante. Donc je fais une pause tout simplement parce qu'on a eu des mises à jour très intéressantes et très importantes pour moi à vous communiquer concernant le dossier de Lina Delsart, la disparition de cette jeune fille en septembre 2023. Notamment, ces mises à jour concernent la dernière piste qui a été mise en lumière cet été, en juillet 2024 plus précisément, et dont je vous ai parlé la semaine dernière lors d'une vidéo mise à jour concernant la disparition de Lina. Donc c'est la piste concernant Samuel Gonin. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo de mise à jour sur le dossier qui est très complète, n'hésitez pas à la voir avant de visionner celle que je vais vous faire aujourd'hui. Donc je vous la mets dans la description, puis je vous la mets également ici si vous le souhaitez. Ce sont des points qui ont été repris hier au moment où je tourne cette vidéo par le procureur de la République de Strasbourg lors d'une conférence de presse très instructive qui a été donnée au 1 an presque jour pour jour de la disparition de l'adolescente. On se retrouve juste après ça. En effet, beaucoup de choses se sont dites cet été concernant cette nouvelle piste mise en lumière donc en juillet dernier concernant l'énigmatique personnage qu'est Samuel Gonin, ou plutôt qu'était Samuel Gonin puisqu'il s'est donné la mort le 10 juillet 2024. Et ce, avant que les enquêteurs du dossier de Lina puissent l'interroger dans le cadre de la disparition de cette dernière. Donc rappelons-le, Lina Delsart est au moment de sa disparition une jeune fille de 15 ans. Elle a disparu il y a donc 1 an, le 23 septembre 2023, à Plaine, dans le Grand Est, alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche à pied depuis son domicile au hameau du Champnay. Il est acté qu'elle a disparu à 11h22 sur la départementale D350. Donc, certaines choses dites dans la presse et par toutes les personnes qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux sur ce sujet s'avéraient donc quelquefois être vraies, mais également quelquefois se sont avérées être fausses et des rumeurs infondées ont, pour changer dans ce type de dossier, été suivies par plusieurs personnes sans vérification. La conférence de presse donc au 1 an de la disparition de Lina, qui revient sur la piste donc de Samuel Gonin, qui a lieu le jeudi 19 septembre 2024, va permettre d'apporter des confirmations, de donner des informations supplémentaires et également de mettre fin à certaines rumeurs. Également, il y a des pistes qui vont se dessiner suite à cette prise de parole du procureur de la République de Strasbourg, tandis que d'autres se referment ou semblent moins crédibles, en tout cas à ce jour. Rappelons que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à l'homme évoqué à ce jour, donc Samuel Gonin, soupçonné aujourd'hui, donc grâce à la voiture qu'il conduisait et qui était présente donc sur les lieux de la disparition au moment des faits. Une voiture Ford Puma grise qui est immatriculée en Allemagne, car volée quelque temps avant la disparition par Samuel Gonin, Samuel habitant à Besançon en Bourgogne-Franche-Comté. Si vous voulez connaître toutes les circonstances de la découverte de ce véhicule par les enquêteurs de gendarmerie du dossier de Lina, n'hésitez pas à voir mon ancienne vidéo sur le sujet, qui pour moi est très importante pour suivre ces mises à jour. Tout d'abord, à travers les mots du procureur, nous apprenons quelque chose de très important ce jeudi 19 septembre 2024. En effet, il n'y a plus de doute sur l'implication directe de Samuel Gonin dans la disparition de Lina. Il y a quelques jours dans ma vidéo, je vous expliquais que bien qu'on soit sûr que Samuel Gonin conduisait la voiture 2 jours avant la disparition de Lina et également
après la disparition de Nina jusqu'en janvier 2024. On n'était pas sûr que c'était lui qui la conduisait le jour de la disparition. Cependant, j'avais quand même dit que, avec toutes les informations que je vous avais apportées dans la vidéo, le trajet de la voiture et puis le fait que aussi cette voiture, le jour de la disparition, ait franchi la frontière allemande non loin du lieu où la voiture a été volée par Samuel Gonin, il y avait assez peu de doute sur le fait que le conducteur soit ce dernier. Mais on n'avait pas de preuves concrètes. Et bien aujourd'hui, le procureur nous a expliqué qu'il y avait une preuve assez formelle de l'implication de Samuel Gonin. Il a été localisé en Allemagne, proche de la frontière, avant de se diriger vers Plaine, lieu de la disparition de la jeune fille. On est sûr à ce moment-là que c'était bien lui qui la conduisait, car il a à nouveau été aperçu sur des caméras de vidéosurveillance d'une station-service et à Ettlingen cette fois-ci, donc à un peu plus d'une heure de Fribourg, le lieu où il avait volé la voiture. Il a été aperçu exactement à 9h23, donc le matin de la disparition de Lina, le 23 septembre 2023. Il aurait donc, dans cette station-service, commis à nouveau une grivellerie d'essence et aurait été aperçu sur ses enregistrements seul. Donc on sait à ce moment-là qu'il était tout seul à environ 2 heures de la disparition de Lina. On a d'ailleurs plus d'informations grâce à l'intervention du procureur concernant son parcours le jour de la disparition de Lina à cet homme. Je vous avais dit dans mon ancienne vidéo qu'il était parti de Besançon, donc de là où il habite, à 5h du matin avant de rejoindre l'Allemagne. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Il était à 4h50 du matin à Montbéliard, soit à peu plus d'une heure de chez lui, avant de se diriger ensuite vers l'Allemagne. Donc après son vol d'essence en Allemagne à 9h23, il a été filmé dans le tunnel de Schirmeck en France, donc aux alentours de 10h50, puis a ensuite été filmé rue des Princes à Plaine à 11h13 sur la D196, soit moins de 10 minutes avant la disparition de Lina. Donc n'hésitez pas à regarder ce que je vous mets à l'écran pour que ça vous aide un petit peu à vous repérer au niveau spatio-temporel. La rue des Princes, c'est une rue qui est quand même assez longue. On n'avait pas d'informations précises sur le lieu où avait été filmé Samuel, quelle caméra avait filmé Samuel. Donc il semble que ce soit une caméra personnelle, donc une caméra d'un particulier. Et il y a des images d'un reportage qui sont sorties hier soir sur TF1, il me semble, qui prouveraient que du coup cette caméra de vidéosurveillance est située à l'adresse que je vous mets à l'écran sur cette vidéo. Donc son véhicule a ensuite été localisé, mais pas avec précision. Vous allez voir, ça a été localisé grâce au système multimédia de la voiture volée que conduisait Samuel Gonin, aux environs du lieu de la disparition de Lina, entre 11h20 et 11h26, qui est tout à fait dans le créneau qui avait été déterminé, créneau de disparition de la jeune fille. Mais on n'a pas le lieu exact de par où il est passé, où il se situait. Malheureusement, derrière, on ignore par où il repart, quel chemin il emprunte pour repartir. On ne va plus, le jour de la disparition de Lina, avoir d'autres images de ce véhicule. Mais on va pouvoir le suivre, ce véhicule, grâce à ce système multimédia. Et donc on va retrouver la trace du véhicule une heure plus tard, soit à 12h23 exactement, à Anould, dans les Vosges, où il y a eu des recherches effectuées par la suite cet été. Puis ensuite à Sceaux et Corancy, qui sont des points qui suivent le chemin retour vers Besançon, donc lieu de résidence de l'homme soupçonné. Et là aussi, il y avait eu des recherches effectuées cet été par les enquêteurs. Je vous avais dit que les enquêteurs avaient pu avoir ces informations concernant le déplacement du véhicule dans ma dernière vidéo par rapport au système GPS de la Ford Puma, mais en fait, il n'en est rien, car Samuel semblait sur ce point-là très précautionneux. Il avait en effet déconnecter le GPS du véhicule. Et donc, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, les enquêteurs ont utilisé le système multimédia. Pour les Ford, c'est un système qui s'appelle Sync, et je crois même pour ce modèle Sync 3, si je ne me trompe pas, pour déterminer, pour savoir un petit peu à quel niveau le véhicule se trouvait et avoir une idée du trajet qu'il a effectué le jour de la disparition. Alors, je ne sais pas exactement les technicités de ce qu'ils ont utilisé pour retrouver
ces informations-là, mais je ne savais pas que c'était possible à travers un système multimédia quand on coupait le GPS. Mais c'est, je pense, parce qu'il y a des commandes de ce système qui sont reliées en fait à Internet. Et donc indirectement, on peut retrouver le parcours, enfin en tout cas des données de localisation du véhicule. En tout cas, ça a été un travail très minutieux qui a permis de déterminer ce fameux trajet dont je vous ai parlé aujourd'hui. Des révélations très importantes ont été faites également lors de cette conférence de presse concernant ce qui se trouvait à l'intérieur de cette Ford Puma. C'est des révélations qui sont assez effroyables, je dirais. En fait, on apprend que sont retrouvées dans le coffre de la voiture utilisée par Samuel des cordes. Et sur ces cordes, il y a des analyses qui ont été réalisées. Et les ADN de contact de Samuel et de Lina ont été identifiés. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que même des ADN mélangés ont été identifiés. Donc, ce qui appuie encore plus l'implication directe de Samuel dans la disparition de la jeune fille, qui semble donc malheureusement avoir été ligotée à un moment. Je vous avais expliqué la semaine dernière que l'ADN de la jeune fille avait été retrouvé sur la ceinture de la banquette arrière au niveau du passager arrière droit. En fait, c'est un peu plus précis que ça. Il y a des précisions qui ont été en effet amenées. L'ADN a été retrouvé sur la partie rouge du système de boucle de la ceinture du passager arrière droit et également sur la ceinture de sécurité de la place arrière centrale. Donc on peut penser qu'elle se soit finalement assise à ce niveau-là, donc au milieu de la banquette centrale, et qu'avec ses mains, elle ait pu toucher potentiellement la partie rouge du système de boucle de ceinture. Après, il y a des analyses qui sont toujours en cours de réalisation et qui vont apporter des informations complémentaires, notamment sur le positionnement de Lina dans ce véhicule. Est-ce qu'elle était allongée? Est-ce qu'elle était assise? Où elle l'était? Voilà, ce qui peut apporter des informations notamment sur le déroulé de la journée de la disparition de la jeune fille. Il est à nouveau précisé qu'aucune trace de sang n'a été identifiée et retrouvée dans le véhicule de Samuel, que ce soit dans le véhicule mais que ce soit également sur les objets présents dans le véhicule, et que seuls donc des ADN de contact avaient pu être isolés, c'est-à-dire de l'ADN, vous savez, qu'on laisse tout simplement en touchant une surface. On apprend également qu'aucun autre ADN d'intérêt a pour le moment pu être identifié dans le véhicule, hormis 2 profils génétiques, 2 profils ADN, un d'un homme et un d'une femme, qui ont été identifiés. Il semble que ce soit des profils de personnes que Samuel Gaunain a rencontrées bien après la disparition de Lina, donc soit fin 2023. Ce sont des personnes qu'il a rencontrées dans le centre de la France et qui donc semblent avoir été mis hors de cause totalement dans la disparition de la jeune fille. En fait, ce sont simplement des personnes qui ont croisé la route à un moment donné du suspect numéro 1 dans ce dossier et qui sont montées dans la voiture à un moment donné également. On a des précisions sur le fait qu'on ait retrouvé le sac de Lina, le sac à main de Lina dans le véhicule. On le savait déjà. Bon, là, je vous avais expliqué, parce qu'il avait été rapporté dans les médias, que ce sac avait été retrouvé dans le coffre de la Ford Puma. En fait, ce n'est pas le cas. Ce sac a été retrouvé dans la boîte à gants du véhicule et on a des précisions sur les affaires qui ont été retrouvées dans ce sac. Donc ce sont des affaires qui appartiennent à la jeune fille et dont l'ADN de Lina a pu en effet être isolé sur chacune de ces affaires. Donc on a un miroir, des fossiles, de la colle à fossiles, des écouteurs et la coque de son téléphone portable. Par contre, on ne sait pas aujourd'hui si elle a enlevé sa coque en amont de son enlèvement ou si ça a été enlevé par quelqu'un d'autre pendant ou après sa disparition. On confirme en effet que le portable n'a pas été retrouvé dans l'habitacle du véhicule et qu'il n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. On apprend également que la voiture de Samuel Gaunain était dans un tel état de désordre avec des objets de partout qu'on pense qu'il vivait dedans. Et on retrouve vraiment beaucoup d'affaires, notamment ce qui est assez marquant, on va dire, surtout dans ce type de disparition, on retrouve plusieurs couteaux de cuisine. Concernant le portable de Samuel Gaunain, pourquoi on n'a pas pu le géolocaliser grâce à son téléphone portable? Je vous avais dit qu'il n'avait plus de portable depuis des mois. En effet, il n'avait plus de portable depuis août 2023. En tout cas, il n'en utilisait plus, et ce jusqu'à décembre 2023. Ça, c'est ce qui est à la connaissance des enquêteurs à ce jour, parce que je l'ai expliqué la semaine dernière, il a pu très bien utiliser des téléphones à puce et à usage unique qu'on peut utiliser quand on fait des choses illégales, on va dire. Ce sont des téléphones qui ne relient pas du tout directement
la puce à l'utilisateur concerné. Donc, concernant l'hypothèse que j'avais exposée lors de ma dernière vidéo sur l'intervention possible d'une tierce personne le jour de la disparition de Lina, le procureur explique qu'il n'y a aucun élément qui vient appuyer une quelconque complicité, en tout cas directe, le jour de la disparition. Comme pour ce qui est de la préméditation de l'enlèvement de Lina, même si on ne peut l'exclure aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui semblent aller en ce sens. Même si, comme le procureur l'explique, il reste énormément d'investigations à réaliser. Donc comment est-ce qu'ils peuvent pour le moment expliquer ça? Ils ont en effet perquisitionné évidemment le lieu de vie de Samuel Gonin. Ils ont fait des recherches sur son ordinateur et ils ont vu qu'il n'y avait aucune recherche qui avait été réalisée dans ce sens, ou en tout cas dans un enlèvement prémédité de Lina Delsart. De plus, très important aussi, aucun lien n'a pu être mis en lumière entre Samuel Gonin et Plaine et même ses habitants, ni entre ce dernier et Lina. Puis également, aucune personne de l'entourage de la jeune fille disparue ne semble être reliée au conducteur de la voiture. Donc en tout cas, c'est un gros point noir du dossier qu'ils n'arrivent toujours pas aujourd'hui à expliquer, que ce soit les enquêteurs ou la justice. Que faisait Samuel Gonin à Plaine et surtout sur cette D350 qui, comme on ne cesse de le rappeler aujourd'hui, c'est vraiment très peu emprunté ou emprunté par des personnes qui ont l'habitude et qui habitent la région. Donc ça n'a aucun sens qu'il se retrouve là, à ce moment-là, même s'il semblait se déplacer sans parcours vraiment cohérent. Il était vraiment itinérant. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il semblait quand même très bien s'orienter pour quelqu'un qui n'avait pas de GPS, en tout cas qui n'en utilisait pas dans sa voiture. Voilà. Je ne sais pas comment il s'orientait, mais personnellement, je trouve qu'il retrouvait très vite son chemin. Concernant le fait que les affaires de Lina n'aient pas été retrouvées plus tôt, c'est-à-dire au moment où le véhicule a été saisi en janvier 2024, vous savez, Samuel Gonin, je vous l'avais expliqué, s'était fait arrêter parce qu'il avait fait un refus d'obtempérer lors d'un contrôle basique routier à Narbonne. Le véhicule avait été saisi et on se demande mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas retrouvé toutes ces affaires? Pour rappel, ces affaires ont été retrouvées fin juin 2024, tout simplement parce que dans ce type de procédure, c'est pas la marche à suivre. Il n'y a pas besoin de fouiller un véhicule lorsqu'il est saisi et qu'il est mis à la fourrière. Et en plus, à ce moment-là, donc aucun lien n'avait été fait avec la voiture saisie et mise en fourrière en janvier 2024 et la voiture recherchée par les enquêteurs depuis septembre-octobre 2023, donc depuis la disparition de Lina. Et ça, je pense que c'est un gros souci de communication, et on avait déjà parlé de ça la semaine dernière. Donc, concernant le profil du suspect à ce jour décédé, il semble en effet qu'il y ait eu en 2023 une vraie cassure, que ce soit familiale et même sociale. Il part de chez lui, il se met en arrêt, donc il ne travaille plus, il décide de vivre de manière un peu marginale. Il est rapporté, en plus de ça, qu'il a réalisé dans le passé de nombreux séjours en hôpital psychiatrique, mais que contrairement à ce qui avait été dit dans les médias, il n'a pas été diagnostiqué bipolaire. Il a seulement, je dirais entre guillemets, un trouble de la personnalité borderline qui avait été diagnostiqué avec des états, des phases dépressives. Ces révélations nous permettent de répondre aux fausses rumeurs lancées par des médias et reprises par des personnes peu scrupuleuses sur les réseaux sociaux pour faire du clic, pour faire des vues. En effet, je veux revenir sur une de ces fausses rumeurs, sur une fake news que j'avais notamment beaucoup vue à travers mes commentaires sur ma dernière vidéo, donc type de commentaires que je vous mets ici. Ce type de commentaires faisait suite aux témoignages partagés publiquement lors d'une émission M6 diffusée en mai 2024, l'émission Appel à témoins, qui avait traité du cas de la disparition de Lina à ce moment-là. Il y avait un témoignage qui avait été diffusé en direct d'un entrepreneur de la région où habitait Lina qui disait que son employé avait disparu peu de temps avant la disparition de la jeune fille et que c'était quelqu'un qui habitait en plus très proche d'elle. En effet, il habitait à une dizaine de kilomètres, mais je vous avais expliqué que cette piste avait été étudiée et que cette piste n'avait mené nulle part. Cependant, il y a une fausse rumeur qui a été diffusée et qui vient d'un article qui s'avère être faux aujourd'hui, que je vous mets à l'écran, qui affirmait à ce moment-là que cet employé
disparu, entre guillemets, était Samuel Gonin. Pourtant, il y a plein de choses qui ne collaient pas, je le disais dans mes commentaires, mais il y a des personnes qui restaient quand même bloquées là-dessus. Donc je vous le redis ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun lien avec Samuel Gonin et Plaine et ses environs. Donc non, il ne s'agit pas de cet employé disparu, entre guillemets, hein. C'est juste qu'il avait plus donné de nouvelles, dont parlait l'entrepreneur dans son témoignage. Également, j'ai Robert, ou en tout cas quelqu'un qui se faisait passer pour lui. Donc Robert, vous savez, c'est un des témoins qui disait avoir vu Lina dans une voiture faire coucou, accompagné d'un jeune homme de 25-30 ans à peu près, à un horaire qui correspondait pas trop, mais donc qui identifiait qu'elle était assise, Lina était assise devant, qu'elle lui avait fait coucou et qu'elle était passée devant chez lui. Donc c'était une nouvelle piste à suivre, mais qui ne correspondait pas réellement aux autres témoignages qu'on avait pu avoir à ce moment-là. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'était un témoignage qu'il fallait vraiment prendre en compte. Et dans ma dernière vidéo, j'expliquais que ce témoignage était malheureusement, et semblait très fortement en tout cas, être faux. Donc j'avais Robert dans les commentaires, en tout cas quelqu'un qui se faisait passer pour lui, qui s'énervait et qui expliquait que j'avais tort, voilà. Pourtant, j'avais des sources, et j'ai toujours des sources très fiables proches du dossier, qui expliquaient bien que la voiture qui était passée devant chez lui au moment indiqué par Robert avait été identifiée, le conducteur également, et qu'il s'agissait à ce moment-là d'une personne seule qui a été mise hors de cause dans la disparition de Lina. Donc j'aimerais rappeler qu'un témoignage visuel, bien que donné avec la meilleure des volontés possibles, peut malheureusement s'avérer être faux. Ça peut être une erreur d'horaire, de personnes tout simplement, ou de jours carrément, ou même tout à la fois. Et ce n'est pas la première fois qu'on peut voir ce type d'erreur, même chez des personnes qui connaissent beaucoup et qui sont très proches des personnes disparues. J'en avais parlé notamment dans la vidéo sur la disparition de Marine Pailloux, où quelqu'un avait carrément expliqué avoir fait la bise en soirée à Marine le soir de sa disparition, en boîte. C'est quelqu'un qui la connaissait, enfin, ça avait induit les enquêteurs en erreur, parce qu'il se trouve qu'en fait, Marine, malheureusement, était décédée le matin même de sa disparition. Et donc, elle n'est jamais allée le soir faire la fête et faire la bise à ce témoin. Pour vous expliquer à quel point il faut vraiment prendre les témoignages visuels avec précaution. Et donc, pendant cette conférence de presse, concernant les témoignages de Robert, un journaliste a posé, pendant la conférence de presse, une question au procureur de la République, et je vous mets sa réponse ici, qui pour moi veut tout dire et qui confirme donc mes dires. Oui. Désolée, encore une dernière question, je me rappelle plus de son nom, mais à l'époque de la disparition de Lina, on était plusieurs à avoir le témoignage d'un homme qui disait l'avoir vu faire coucou par une voiture. Est-ce qu'il s'agit de cette Ford Puma, à votre connaissance ? Alors, ce témoignage n'a pas contribué à la manifestation ou à la progression de l'enquête et à la manifestation de la vérité. Voilà. J'aimerais revenir sur le trajet entre la rue des Princes, là où la voiture, la Ford Puma, a été identifiée formellement sur des caméras de vidéosurveillance, avant la disparition donc, et sur la D350, et la portion de route identifiée comme étant celle de l'enlèvement de la jeune fille, d'ailleurs qui a été appuyée par un travail très précis des équipes cynophiles. Je voulais expliquer qu'on ne savait pas vraiment par où Samuel Gonin était passé pour arriver au point de la disparition, de l'enlèvement de Lina. On ne sait pas s'il est arrivé dans le dos de Lina, donc il est passé par Champnay avant d'aller sur la D350. On ne sait pas s'il est arrivé face à Lina, donc s'il est passé par Saint-Blaise-la-Roche. On ne sait pas s'il s'est arrêté à un moment donné. En tout cas, entre ce moment-là où il a été aperçu par les caméras et le moment de la disparition de Lina, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 6 minutes, ce qui est totalement faisable en voiture, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il s'est directement dirigé vers la D350 ? Est-ce qu'il a attendu à un endroit ? Est-ce qu'il est passé une première fois sur cette D350, qu'il a vu Lina et qu'il est repassé ensuite pour l'enlever ? En fait, on n'a pas d'informations assez précises sur la géolocalisation, sur la localisation ou les données GPS de ce véhicule à cet instant-là, pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir son trajet précis. Et je pense que ces informations, malheureusement, on ne les aura jamais. Concernant Samuel Gonin, tout ce qui a été expliqué pendant cette conférence de presse et qui a été mis en lumière, c'est qu'il a essayé de se rendre volontairement, complètement impossible à repérer et identifier. On peut se demander dans quel but. Est-ce que c'est parce que tout simplement il avait volé un véhicule
Il a du coup désactivé le système GPS pour pas qu'on le retrouve. Ce véhicule, c'est totalement compréhensible et envisageable. Mais est-ce qu'il le fait aussi dans le but de ne pas se rendre visible par rapport à ses vols avec violence qu'il a réalisés en août 2023, ou alors par rapport à ses grivelleries d'essence, ou est-ce qu'il est impliqué, comme je vous l'expliquais, potentiellement dans un trafic de stupéfiants, et pour ça il doit beaucoup se déplacer, il ne doit pas utiliser de portable, en tout cas pas de portable identifiable, et il doit vraiment être le plus discret possible lors de ses trajets. C'est tout à fait également possible. Ou bien est-ce qu'il avait prévu de réaliser des crimes de plus en plus sordides, comme notamment des enlèvements de jeunes filles. En effet, on peut le penser parce que on peut facilement imaginer chez lui une escalade de violence. Il a commencé ses premiers actes criminels en août 2023. Il a commencé avec des vols avec violence, des grivelleries d'essence, mais dû notamment à sa consommation de produits stupéfiants accrue et également son état psychologique fragile, on pense que c'est totalement possible, cette escalade de violence qui amènerait à ce qu'il fasse directement ou non du mal à la jeune fille. De mon côté, pour être honnête, je pense toujours que la piste d'un crime prémédité semble être la piste la plus crédible au vu du lieu de la disparition, des précautions prises par Samuel Gonin pour ne pas être repéré, même si aujourd'hui, encore une fois, rien ne l'indique. Et je pense que ça a pu être commandité. Alors je ne sais pas par qui, je ne sais pas de quelle manière, c'est clair, mais je pense que la communication aurait pu se faire via des applications cryptées et ou avec des téléphones mobiles jetables, comme je vous l'expliquais. En tout cas, cela ne reste qu'une hypothèse, mon hypothèse aujourd'hui, mais on peut également se dire que Lina a été victime d'un crime opportuniste dans une zone isolée et dans un très très court timing de quelques secondes à 1 ou 2 minutes, qui a permis à Samuel Gonin de réaliser probablement donc le crime et l'enlèvement presque parfait, si évidemment c'est un crime opportuniste qui a été réalisé. Mais ça voudrait dire que Lina, quoi qu'il en soit, de toute façon, elle a vraiment pas de chance, cette jeune fille, après tout ce qui lui est arrivé à son si jeune âge, comme je le répète à chaque fois. Mais si c'est un crime opportuniste, c'est encore moins de chance qu'elle soit tombée à ce moment-là sur quelqu'un comme Samuel Gonin, quoi. Et on se pose évidemment tous cette question auquel vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui et personne ne l'aura tant que la jeune fille ne sera pas retrouvée. Est-ce que Lina est vivante aujourd'hui? Est-ce qu'elle est décédée malheureusement? Est-ce qu'elle est séquestrée quelque part? C'est possible, tout est possible, on n'a pas d'informations précises qui nous permettent aujourd'hui de répondre à ces questions-là. Donc attendons la suite des investigations, en espérant évidemment qu'elles apportent les réponses attendues par les proches de Lina, qui sont dans la détresse maintenant depuis 1 an. De mon côté, je ne vais pas vous mentir, je trouve que les enquêteurs en 1 an ont fait un travail titanesque. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mis en lumière par les médias qu'ils ne font rien. Et ça m'horripile un petit peu de voir les gens qui ont tendance trop facilement à cracher sur les enquêteurs qui, eux, font un travail de fourmi et dans l'ombre. Et c'est important, même si certains trouvent que c'est pas le cas, de mettre en lumière ce travail. Donc ça a été fait lors de la conférence de presse. Il y a en effet eu des loupés, notamment des loupés de communication, qui ne sont pas spécialement dus à ces enquêteurs qui sont sur le dossier de Lina. Donc c'est bien aussi de mettre en lumière ce travail-là. On parle d'une disparition qui a eu lieu il y a seulement, et en même temps ça fait longtemps, hein, évidemment vous me comprenez, 1 an, et au niveau de toutes les informations qu'on a eues, je vous rappelle, le dossier d'instruction fait des milliers, des dizaines de milliers de pages. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites, c'est simplement que les choses sortent au compte-gouttes dans les médias parce qu'il faut préserver le secret de l'instruction. Je vous remercie d'avoir suivi cette mise à jour qui est quand même assez longue, je dirais, mais qui pour moi est importante parce que j'ai sorti une vidéo la semaine dernière où certaines informations y sont déjà obsolètes. Au vu des précisions qu'on a eues hier, donc jeudi 19 septembre 2024, j'espère que ça va avancer. Je retourne travailler sur l'autre disparition qui est un dossier ARPD et on se retrouve donc très vite sur ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.